Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on commence par le commencement. Le premier panel du forum, c'est un panel sur comment surmonter les défis en tant que débutant dans l'investissement immobilier. On est avec trois jeunes investisseurs immobiliers qui sont dans leurs premières années d'investissement, puis on va en apprendre beaucoup sur leur parcours en espérant que ça puisse vous inspirer ou vous aider. Bonjour, Yes! Claude, Bonjour! Vincent, Denis, ça va Salut. bien? Alors, je vais vous présenter pour commencer. Oui. Il y a des profils flatteurs qui vous attendent. Alors, premièrement, Tommy Martineau est investisseur immobilier. Il a commencé à investir dans sa vingtaine. Il est charpentier, menuisier et contremaître de profession. Il est fils de 2 entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine agricole et grandir avec eux l'a toujours inspiré à devenir entrepreneur. Donc, voici le petit portrait de Tommy. Merci d'être avec Il est nous. aussi Merci. père de 2,5 enfants. 2 enfants plus un dans l'usine. Félicitations à toi, Tommy. Bravo, Tommy, sérieusement. On a M. Ah, Claude, justement, merci. qui a débuté son introduction. Alors, bachelier en droit et en génie industriel à l'Université Laval, Claude est aussi membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Étant lui-même investisseur en immobilier, il comprend bien la réalité des investisseurs. Il est aussi spécialisé en processus d'optimisation des entreprises et en gestion de projets. Il met d'ailleurs à profit ses compétences afin de développer des formations au Collège MREX. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Claude aujourd'hui, parce qu'il est également formateur au Collège MREX. Et en terminant, mais non le moindre, Vincent Beauregard, investisseur immobilier. Il a tout vendu pour investir en lui et en immobilier, et ce, même avec 2 enfants en bas âge. Alors, on a 3 papas avec nous aujourd'hui. Il a décidé d'embarquer d'un coup en faisant le certificat en ingénierie financière multilogement en même temps que la meute multilogement C9. Il est présentement dans un programme à The London School of Economic and Political Science. Vincent est aussi dans le processus d'acquérir sa 18e porte en un peu plus de 6 mois. Motivé et ambitieux, la fusion entre la famille et l'investissement reste un élément très important. Donc, bienvenue au panel, les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Comment ça va se dérouler? C'est qu'on a 1 heure, mais ça va passer très vite. Alors, toutes les questions, c'est pour vous 3. Je vais nommer votre nom pour que vous commenciez. Et la première question, en fait, j'ai oublié de me présenter moi. C'est ça qui se passe. Finalement. Je suis juste une belle face. Je suis ici, en fait, parce que moi, j'ai une émission d'économie pour les jeunes. Ça s'appelle Parler, jeunes et plus âgés, hein, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'éducation au sujet. Ça s'appelle Parler d'argent, c'est pas stressant. En même temps, de faire mon bac en administration des affaires, profit et finances. J'ai un DEC en services financiers. Fait que je me spécialise en animation des sujets de finances. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Donc, la première question, elle est en 2 volets. Comment on discute, comme est en 2 volets, puis puisqu'on discute des débuts en investissement, je vous demanderais à la base, premièrement, c'est quoi qui vous intéresse dans l'investissement immobilier? Et deuxièmement, à quel point est-ce que l'idée que vous aviez en tête d'investir en immobilier se rapproche de votre réalité aujourd'hui? On peut commencer avec M. Claude. Absolument, absolument. Bien, en fait, c'est une bonne question. Pourquoi l'investissement immobilier? À la base, comme beaucoup de monde qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, j'avais lu Père riche, Père pauvre. Puis moi, au début, avant de lire ce livre-là, moi, j'étais hyper effet, j'avais fait des bonnes études. Je voulais être dans le plus grand cabinet d'avocats au pays, etc. Et là, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Je me dis, j'avais vraiment pas compris la vie, tu sais. Et là, j'ai compris que, dans le fond, il y avait comme 3 vraiment véhicules principaux pour atteindre l'indépendance financière. Tu veux partir une entreprise, faire de l'immobilier ou investir à la bourse. Fait que c'est pas compliqué. Là, maintenant, tu as la crypto-monnaie. Il y a plusieurs jours, il y en a qui investissent dans l'art, des tableaux, ça n'a pas toujours de. Mais tu sais, les 3 principaux. Les NFT. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en 2010, on n'en parlait pas de ça, mais absolument que maintenant, la crypto, etc. Mais tu sais, c'était les 3 véhicules principaux. C'était partir une business où tu en acheter une, faire de l'immobilier ou de la bourse. Donc là, évidemment, quand tu es étudiant, tu n'as pas une scène, donc la bourse, c'est vraiment une option. Donc, on se part une entreprise. Puis moi, j'avais commencé à essayer de partir une business.
j'étais avec un ami, Simon, on avait parti une compagnie de distribution des urnes BIOS, dans le fond, que c'est des urnes que tu plantes en terre, puis il y a un arbre qui pousse, donc de la mort venait la vie, puis ça avait vraiment pas marché. Fait que j'avais passé le peu d'argent que j'avais, je l'ai tout perdu là. C'est pour ça que j'ai dit, comme je vais essayer aussi l'immobilier. Je commençais à lire, j'ai fait des formations, j'avais fait Imo Facile, après ça, j'ai fait justement, je me suis acheté un blog, j'ai fait j'ai fait la MREX. Puis, après ça, j'étais allé à Denver, maintenant, Nicolas, il faisait une conférence, il m'avait invité d'aller là comme spectateur. Bon, c'était saoulé sur le top d'un gros hôtel, puis c'est vrai qu'on avait parlé beaucoup business, puis après ça, quelques mois plus tard, j'ai embarqué avec lui, partenaire dans la business. Donc, c'est ça le début de mon parcours. Donc, pourquoi l'immobilier? C'était simplement parce que c'était un des véhicules parmi entrepreneuriat, immobilier ou bourse pour atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est vraiment est-ce que ça ressemble à l'idée que tu t'étais faite d'investir en immobilier? En fait, est-ce que tu t'étais faite une idée, tout simplement? Oui, là, tu sais, est-ce que la question est comme dur à répondre dans le sens que, tu sais, c'est sûr que non, j'aurais jamais pensé que c'était ça. C'était aussi. Il y avait autant de choses à faire quand tu fais de l'immobilier. Quand tu regardes l'immobilier, c'est un peu. L'image qu'on a de l'immobilier, c'est vraiment, je suis un investisseur passif, j'achète mon bloc, mon petit argent, il rentre, puis miam, 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 mes petits cash flow. Mais tu sais, la réalité, c'est que ça, c'est vraiment la mentalité plus propriétaire de bloc. Quand tu es investisseur immobilier, puis vraiment, tu fais des projets d'optimisation, etc., ben là, c'est beaucoup plus complet. Donc non, c'est sûr que ma compréhension de l'immobilier a beaucoup évolué avec le temps. Ma compréhension, plus elle évolue, plus ça me permet d'entrer dans des projets qui sont plus compliqués. Moi, je me rappelle, le premier bloc que j'avais fait que j'ai acheté, il était contaminé. Écoute, c'était tellement grave dans ma tête, un terrain contaminé. Là, c'était vraiment un gros défi. Aujourd'hui, tu me dis que ton terrain est contaminé. Je suis hyper excité par ça parce que c'est peut-être une très belle opportunité. Tu sais. Donc, c'est vraiment, le mindset évolue. Excellent. Ben, merci beaucoup, Claude. Puis sinon, tu as parlé de Père riche, Père pauvre là, qui t'avait inspiré. Vous, les gars, Vincent, Tommy, est-ce que vous l'avez lu, ce livre-là? Ouais, un super bon livre. On voit que c'est un trait commun là, dans les jeunes investisseurs immobiliers. Et sinon, toi, Vincent, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'immobilier? Puis est-ce que tu es content de ton parcours jusqu'aujourd'hui? Oui, c'est sûr que justement, j'ai un très jeune parcours en immobilier. Ça fait pas très longtemps, mais justement, c'est ce qui fait que ça pourrait peut-être initier d'autres personnes à se lancer parce que, tu sais, moi, je me suis lancé complètement en juin dernier, là, en juin 2021. Là. Mais tu sais, c'est complètement, fait que c'est un grand saut vraiment dans le vide. 2 enfants, 1 an, 2 ans avec ma conjointe. On avait une belle maison, on a tout vendu. Puis, tu sais, là, j'habite dans le sous-sol de chez mes beaux-parents. Là, salut en passant. Fait que, tu sais, c'est des gros sacrifices, mais ça dépend de ce que tu veux dans la vie aussi. Tu sais, fait que oui, ça ressemble à qu'est-ce que je m'attends parce que ça fait pas tellement longtemps, là. Mais qu'est-ce qui me met en confiance, je te dirais, là, c'est de l'entourage. Tu sais, regarde là, l'entourage qu'on a eu aujourd'hui, déjà là, avec le premier panel, c'est des discussions incroyables. Ben, c'est ça, quand on s'entoure du bon monde, avec M. Claude, tu sais, puis tout, là. Puis, mais vraiment, mais ça l'aide vraiment parce que. Puis en fait, ta femme, puis tes beaux-parents aussi, à quelque part, c'est vraiment tout ça. Là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est temporaire, bien sûr. Là, on s'en va habiter dans un autre bloc là, dans quelques mois. Là. Mais puis ça c'est un autre compromis qu'on fait. Justement, on pourrait bien aller s'acheter une maison, mais là, justement, ça viendrait contrecarrer un peu nos objectifs. Mais justement, je pense que c'est sûr que j'ai choisi l'école de la MREX d'abord et avant tout, puis je ne le regrette pas pantoute. Là, fait que je suis allé all-in complètement, le certificat, la meute. Puis là, sérieusement, là, je suis dans un programme de London School of Economics. Puis ça me confirme que j'avais les bonnes bases pour me rendre jusqu'à la London School parce que ça va très bien. Là, fait que dans mon programme, puis la MREX m'a lancé vers la bonne place. Mais de ce que j'entends, ça ressemble beaucoup à ce que tu t'étais imaginé parce que tu étais très conscient dans quoi t'embarquais. Tu as fait des gros moves, là, pardon pour l'anglicisme, mais tu savais ce que ça allait te demander là, comme investissement.
investissement, pas juste investissement immobilier, mais investissement en temps, même vendre des choses que tu possèdes. Fait que d'être conscient là, de la réalité dans laquelle on s'embarque. Là, moi, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire. Exact. Sinon, Tommy, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéressait dans l'immobilier? Moi, depuis que je suis tout jeune, en fait, c'est un petit peu comme M. Claude, tu sais, je me renseignais, les richesses, comment devenir riche, puis tu sais, tu te rends compte que le véhicule de l'immobilier, c'est ce qui est le plus sûr pour créer de la richesse. Puis je voyais mes parents qui travaillaient d'arrache-pied, puis je me suis dit, ça me semble peut-être on pourrait travailler un petit peu moins, puis être plus équilibré, puis être plus libre aussi. Fait que j'avais un minding de ça, puis en sortant de secondaire, ben écoute, on le sait pas trop, on commence par où quand tu veux t'en aller dans le mobilier. Fait que moi, j'ai fait mon DEP en charpenterie, j'ai commencé par là, puis j'ai vraiment commencé par les fondations de l'immobilier, qui est la construction. Puis écoute, en fait, à partir de là, j'ai fait 6 ans là-dedans. Puis moi, l'objectif, c'était vraiment d'être capable de rentabiliser mon temps, toute l'énergie que je passe à chaque jour, à chaque semaine, pour créer quelque chose. Pour que l'énergie que je mettais avant dans la construction, qu'on faisait des clients, qu'au bout de la ligne, c'est de l'argent, puis que c'est profitable pour d'autres. Moi, je voulais que ça soit profitable pour moi, pour mes générations futures, pour mon entourage. Fait que c'est pour ça qu'au bout d'un certain moment, quand j'avais de l'expérience en construction, j'étais rendu contremaître, puis là, je voyais qu'il y avait plein de portes qui s'ouvraient, que j'étais sollicité. Je me suis dit, bon, là, c'est le moment. En plus, ma blonde était enceinte, la maison, puis tout. Fait que c'était vraiment un bon timing. J'ai pris mon congé de paternité 1 an. On en parle. Encore enceinte, encore. Ah, ça finit plus. Puis là, pendant mon congé de paternité, moi, j'ai été super chanceux. Le timing était super bon parce que j'ai fait de la C6. J'ai rencontré M. Claude. La cour de la C6, ça a duré 1 an à cause de la COVID. Pas juste 6 mois. Fait que j'en ai vraiment profité. J'ai bâti mon équipe. Puis là, je suis rendu exactement où je voulais. Mon temps, mon énergie est vraiment rentable parce que c'est toutes des choses que je garde puis qu'on crée, qu'au prix on va revendre puis ça va vraiment être rentable. Mais ça va vraiment dans la même lignée que la petite capsule de toi qui a passé au tout début. Là, tu disais que c'est vraiment important d'investir dans son éducation selon toi, dans l'objectif de rentabiliser ton temps. Puis est-ce que tu trouves que justement ta formation là, qui était plus vraiment technique, charpentier, menuisier, est-ce que ça t'a aidé beaucoup dans certains projets? Incroyable. Ça me donne des yeux que la majorité des gens n'ont pas. J'ai des yeux d'entrepreneur. Quand je rentre dans des immeubles, j'ai pas besoin d'inspecteur. Je vois ce que j'ai à voir, les murs porteurs, tout. Fait que c'est incroyable. Puis même que quand j'ai des moments lousses, ben je m'en vais sur le chantier l'aider à travailler avec les gars. Là. Fait que ça, je trippe au bout. J'essaie de faire un 3-4 jours semaine pour aller m'amuser avec eux autres. Puis j'en regarde un peu, je fais du bureau, je travaille, je fais du développement. Plus ça va aller, plus je vais faire de développement. Mais quand je vais avoir mon équipe en place, je vais revenir faire du chantier, je vais m'amuser avec les gars. Puis c'est ça le but. Là. Puis sinon, M. Claude, Vincent, vous, est-ce que vous aviez une formation comme ça? Est-ce que vous avez dû prendre ou est-ce que l'Amérique donne des cours comme de mécanique du bâtiment, ces choses-là? Non, ben tu sais, je pense pas que, tu sais, comme investisseur immobilier, tu n'as pas besoin de l'aspect technique nécessairement. Tu n'as pas besoin d'avoir été plombier, électricien, charpentier, menuisier. Tu n'as pas besoin d'avoir été inspecteur. Ça, c'est un blocage, je te dirais, que beaucoup de monde ont, tu sais. Puis, tu sais, ça comme toi, Marianne, tantôt, tu parlais de ça. Claude, Claude, là, c'est... Oui, mais c'est Claude, M. Claude. Mais Claude, il n'était pas là, mais je disais justement que, tu sais, je ne me voyais pas encore avoir les compétences ou les connaissances nécessaires, justement, mécanique du bâtiment pour investir en immobilier de manière physique, là, pas juste dans des fonds d'investissement. Fait que c'est en effet probablement quelque chose que beaucoup de gens... C'est là que le partenariat est vraiment important. Parce que ça vient combler les faiblesses de d'autres. Si toi, tu dis que tu n'as pas d'expérience là-dedans, ben, tu trouves quelqu'un qui, lui, c'est sa force. C'est comme moi, du chantier, j'en fais, mais c'est pas moi qui le gère. C'est pas ma tarte. C'est pas vraiment ce que j'ai à faire. C'est mon autre partner, il est entrepreneur général, il gère tout. Moi, quand je vais là, moi, je me fais dire quoi faire. Là, je m'amuse vraiment avec les gars. J'ai plus de responsabilité presque. On a un foreman qu'on monte. Puis lui, il va faire ça. Il va gérer le chantier. Mais moi, je m'amuse. Je peux prendre l'exemple. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple, c'est pas parce que tu es le meilleur plombier au monde que si tu pars une compagnie de plomberie, nécessairement, tu vas réussir. Parce que souvent, on a si tu es le meilleur plombier au monde, c'est sûr que tu vas réussir. Non, parce que partir une business, c'est beaucoup plus que l'aspect technique du travail dans lequel tu es. Exemple, le plombier,
il n'est peut-être pas bon pour garder ses clients, il n'est peut-être pas bon pour trouver de nouveaux clients, il n'est peut-être pas bon pour garder ses employés, il n'est peut-être pas bon pour trouver des employés. Une business, c'est beaucoup plus large que juste simplement « Ah, je suis un excellent plombier ». Donc, même si tu as été un excellent plombier, ça ne veut pas dire que tu vas être un bon entrepreneur. Et l'inverse est aussi vrai. Tu peux être un très mauvais plombier puis être un excellent entrepreneur pour partir d'une compagnie de plomberie. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que Tommy disait, de savoir bien s'entourer. Puis c'est complètement deux aspects complètement différents. Il y en a qui vont s'arrêter, qui ont beaucoup peur de « Ah ben là, j'ai peur de me faire avoir. Si je me fais un projet d'optimisation, je ne sais pas comment ça marche. » Ouais, mais tu n'es pas obligé non plus d'acheter un 60 portes puis de faire une construction neuve de 60 portes le jour 1. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, là, c'est beaucoup plus intuitif qu'on pense, puis c'est beaucoup plus du gros bon sens qu'on pense. Tu ouvres les murs, le tuyau est pété, ben, tu changes les tuyaux. Je veux dire, après ça, tu peux changer l'électricité, tu refermes les murs, tu mets une cuisine, tu mets des planchers. Maintenant, c'est pas comme, admettons, tu pars une business technologique que vraiment tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Comme Tesla qui part une nouvelle voiture électrique, tu es OK, là, on commence un projet qu'on ne sait juste pas quand ça finit. Tu as un immeuble, tu as peut-être 2 chambres, une cuisine, une salle de bain. C'est pas. C'est beaucoup moins pire que ça. S'arrêter aux formations qu'on a pu avoir avant, c'est quelque chose qui, peu importe ton parcours, ça peut être une possibilité, l'investissement immobilier, puis ça s'apprend bien en étant moindrement allumé. Oui. Puis moi, je pense que c'est vraiment la base. T'sais, si tu es capable de juste acheter un petit duplex que tu laisses capitaliser, au bout de 5 ans, tu en achètes un autre, c'est vraiment la base. Tu es capable d'avoir un levier. Après, dans ta vie, c'est incroyable ce que ça peut changer. Là. Oui, tu sais, je veux dire, on parle du projet, exemple, de construction, mais tu sais, ça vient aussi avec, tu es capable de gérer ton budget. Tu sais, il y en a qui ne sont même pas capables de gérer leur paye à toutes les semaines. Là. Ils sont dans le trou, ils sont dans le rouge à chaque semaine. Puis là, tu veux te créer un projet. Puis, ben là, je sais pas, je vais être capable. Ben, commence par bien gérer ta paye. Là. Commence par générer un peu de cash flow à chaque paye, de t'en mettre de côté, etc. De la bonne gestion de cash flow de scène. Puis après ça, si tu es capable de faire ça, ben, tu vas être capable de gérer le cash flow de ton immeuble. Tu sais, ton immeuble, exemple, il fait 60 000 par année. Mais tu es capable de gérer ce 60 000 là par année. Bon, OK. Il y a l'hypothèque qui passe à tous les mois. Tu as les revenus de premier, Tu sais, c'est pas. Tu sais, parce que j'ai été dans plusieurs business. Il y a des business qui écoutent, tu as des revenus qui viennent de partout, de différents types de produits, etc. Que là, tu as comme de l'argent qui vient de partout, tu as des dépenses qui sortent partout. L'immobilier, ton revenu, il est le premier du mois. Le premier du mois, tu as tes revenus. Quand tu as stabilisé un immeuble, c'est linéaire, c'est facile. C'est ton hypothèque qui est tout le temps le même jour, l'assurance, comme ça, tu as des dépenses courantes. Mais, je veux dire, c'est pas. On ne va pas dans l'espace, là. Donc, c'est très rassurant de vous écouter là, parler de ça. Puis la prochaine question que je vais poser, c'est supposé comme être dans les dernières, mais je trouve que c'est une question qui rentre beaucoup plus dans le sujet, puis peut-être dans les craintes que les futurs investisseurs pourraient avoir. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les discussions sur le marché, l'inflation qui peut notamment faire augmenter le prix, apporter une grande volatilité au prix des ressources premières ou de ce qu'on utilise pour construire, rénover un bâtiment? Est-ce que vous pensez que ça peut décourager plusieurs investisseurs, puis est-ce que ça devrait décourager certains futurs investisseurs? Ben, si je peux me permettre, moi, je ne pense pas que ça devrait décourager personne parce que d'abord et avant tout, il faut justement t'informer puis être au courant de ton marché, puis faire une très bonne gestion du risque de ton portefeuille. Puis, bien sûr, ça va commencer par là, mais pour faire une bonne gestion, il faut que tu t'informes des cycles, puis de comment le marché immobilier fonctionne, puis dans quelle situation mondiale qu'on vit, parce qu'il faut vraiment regarder. Tout le monde souvent pense micro, là, puis on pense on achète notre duplex, puis on pense au duplex, mais des fois, si c'est sur du long terme. L'investissement immobilier, là, on ne fait pas ça pour demain. Là. On ne fait pas ça pour dans 30 jours. Il faut voir le 15, le 20, le 30 ans. Puis, un peu comme Tommy puis M. Claude qui partagent sûrement la même opinion, c'est que c'est multigénérationnel. On veut. Le but, c'est qu'on laisse tout ça aux générations futures s'il y a lieu. En tout cas, c'est ce qu'on fait. De toute manière, historiquement, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Si tu prends toutes les périodes de l'année, de la vie, tu recules en 1900, c'est toujours hier. Là. Puis, plus que tu peux passer, faire le saut là, tout de suite, fais-le. Là. Ouais. Non, mais c'est comme si tu demandais à Warren Buffett là, est-ce qu'il va y avoir un crash boursier, les ci, les ça. Il ne va pas dire oui, j'ai tout arrêté, je ne sais plus quoi faire, là, je me lève le matin, là, c'est la panique.
il dit pas ça. Il dit, ben non, je continue à laisser des deals. Puis, peu importe le type de marché dans lequel tu es, ben, il va toujours avoir des opportunités. Là. Puis les meilleurs optimisateurs, les meilleurs, même en bourse, ça me faire. Même dans les marchés aussi, le monde réussit à trouver des opportunités. Même quand le marché baisse, le monde trouve des opportunités. Warren Buffett, il trouve des opportunités, peu importe le type de marché. Évidemment, il y en a qui, quand c'est un marché difficile, ben, il y a plus de difficultés comme n'importe qui. Mais étant donné qu'il fait ça non-stop, ben, il en trouve quand même. L'immobilier, c'est pareil. C'est pas parce que le taux d'intérêt monte de 1% que là, l'immobilier, c'est plus bon. Je veux dire, les taux ont été c'est les plus bas historiquement. C'est pas parce que ça monte d'1% que là, c'est comme plus bon, c'est rendu la panique générale. Là. C'est comme, ben non, le taux d'intérêt commence à 4%. Il n'y a pas de panique. Là. Si ton projet était à 2% près, ben là, c'est peut-être toi qui es mal calculé. C'est sûr que c'est plate. Là. Des fois, tu perds de l'équité en refinancement. Des fois, ça peut être des grosses sommes, c'est certain. Là, mais je pense pas que c'est... Ça fait partie d'un facteur parmi tant d'autres. Fait que le monde en parle beaucoup parce que l'immobilier qui peut être différent d'un autre business, c'est que tu as beaucoup besoin de financement pour faire tes projets. Versus, moi, je peux me partir d'une business demain de livraison de quelque chose, puis je peux partir avec un 20 000, puis je n'ai pas besoin d'un prêt nécessairement. Mais quand tu achètes un bloc, exemple d'1 million, ben souvent, tu vas vouloir te financer, exemple, un 600 650 000. Là, vu que le taux d'intérêt a un impact directement sur ce financement-là, ben là, ça t'impacte rapidement. Parce que là, je pensais mettre 300 000, il faut que je mette 500 000. Là, c'est ça que ça peut faire la différence entre le cours. Mais n'importe quel bon entrepreneur, dans n'importe quel type de marché, réussit toujours à trouver comme son épingle. Puis des fois, c'est plus tough. Puis des fois, à la fin, le mois est plus sec. Mais il faut que tu sois capable d'être toujours en mode solution puis de trouver des solutions à tous ces problèmes. Exactement ce que j'allais dire. Sincèrement, ta business immobilière plante à cause de l'inflation. Ça va le pas haut de toute façon. Là. Si le taux d'intérêt monte de 1% puis ton projet plante, je pense pas que c'est à cause de l'inflation que tu t'es planté. Là. Puis de toute manière, on le voit, là, si tu écoutes un peu juste le panel d'avant, là, le programme APH Select, tout ce qui s'en vient, ça va tout se suivre, puis les prix vont continuer d'augmenter. Là. La demande est débile, fait que c'est ça. Puis, il y a des stratégies, c'est comme en bourse. C'est comme, j'ai peur que le marché crache. Ben, mets pas tout ton argent en une journée. Tu peux y aller dollar cost averaging. Là, tu mets un peu à tous les mois. Il y a des conseils financiers qui peuvent expliquer des différentes stratégies pour justement, mais peu importe, si tu veux te hedger contre ce genre de risque-là, ben, il y a toujours plein de façons. Puis n'importe quel business doit avoir un département de gestion de risque. Puis ça, tous les risques qui surviennent dans le marché, c'est juste des risques que tu dois prendre en compte. Puis il y en a qui sont graves, il y en a qui sont critiques, mais s'ils sont critiques, il faut trouver des solutions à ça. Ouais, fait que de rester vraiment informé de la situation géopolitique, socio-économique. Puis, je vous entends parler, il y a juste une question qui me vient en tête. Quels sont un peu vos traits de caractère, vous pensez, qui vous aident à justement rester informé, rester en mode solution, garder votre sang-froid, puis rentabiliser vos investissements, en fait? Ben, si je peux me permettre, là, si je peux me permettre de répondre à ça, là, parce que, tu sais, avant d'être dans l'immobilier, moi, j'ai été consultant en optimisation d'entreprise, donc j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, puis j'en ai aidé, je ne sais plus combien, là. Puis après ça, j'ai aidé beaucoup d'immopreneurs, donc, tu sais, des immopreneurs, entrepreneurs, j'en ai aidé, je ne vais pas nécessairement aider, mais j'en ai côtoyé énormément. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un trait de caractère, ou, tu sais, il y a différents types de personnalités que j'ai vu qui ont réussi. Il y a du monde, c'est comme, lui, il va jamais réussir, puis il réussit vraiment beaucoup. Il y a du monde qui dit, lui, il a tout pour réussir, puis il réussit pas. Effectivement, il y a des livres. Voici les 10 qualités du bon entrepreneur. À mon avis, c'est de la pure bullshit. J'ai vu différents types d'entrepreneurs, du monde qui adorent le risque, des gens qui détestent le risque. Puis il y en a vu qui ont réussi dans différents types de personnalités. C'est peut-être plus d'être conscient de ces qualités-là, mais d'avoir un style de gestion qui est en concordance. Toi, est-ce que tu penses que pas trop ça, mais exemple, mais une des qualités que je veux dire qui est vraiment importante, puis que ça, c'est comme si tu n'as pas ça, ben c'est cuit, c'est plus la faculté de la résolution de problèmes. Donc, vraiment, être capable de résoudre des problèmes, ça, c'est la qualité la plus principale que tu as besoin, comme n'importe quel entrepreneur. Il ne faut pas que ça t'abatte, il ne faut pas que ça tue ton moral, il faut que tu aies un moral d'acier, puis tu continues à avancer tout le temps. Puis, tu sais, c'est très normal au début de ne pas tout savoir, puis c'est correct. Il n'y a aucune business qui savait tout. Tu sais, je ne sais pas si vous le saviez, là, il y avait Sean Parker, le gars qui est parti de Napster. Là. C'est lui qui a aidé Zuckerberg à partir de Facebook. Là, à un moment donné, quand ça a popé, là, Sean Parker est comme arrivé dans le décor, puis il a beaucoup aidé Zuckerberg justement à scaler ça. Ben, il disait dans une entrevue qu'à un moment donné, il voulait ouvrir un compte de banque. Et Zuckerberg il était dans l'auto, là, puis comme il pissait quasiment dans ses culottes, il avait hyper peur d'ouvrir un compte de banque. Puis, comme, ben voyons, le plus jeune milliardaire de tous les temps, il avait peur d'ouvrir un compte de banque. Ouais, mais Chris, il avait fucking 19 ans, le gars. Il ne savait pas c'était quoi. Il avait peur que ça mette ses parents en faillite. Et lui, un compte de banque, pour lui, c'était comme risqué.
Puis le Sean Parker était comme, j'étais dans l'auto, puis j'étais dude, man, il faut sortir de l'auto, on va aller ouvrir un compte de banque, puis on a besoin de ta business. Puis il était comme, non, on fait pas ça, c'est trop risqué. Tu sais, c'est Mark Zuckerberg, là, ça paraît fou, mais c'est ça. Puis un autre exemple de résolution de problème que je cite souvent, là, puis peut-être que je suis redondant, mais tu sais, c'est l'exemple d'Airbnb. Tu sais, Airbnb, là, je ne sais pas si vous savez un peu leur histoire, là, mais au début, leur projet d'Airbnb, personne ne voulait investir dans ça. Ils disaient que c'est de la pure merde. Jamais des inconnus allaient habiter chez des inconnus. C'était comme ça ne marchait pas leur système. Et là, ils présentent à des partenaires, ils présentent à des investisseurs. Tout le monde dit non. Et là, à un moment donné, ils ont 50 000 de dettes. 50 000 de dettes. Tu sais, pour eux, c'est big parce que là, c'est des étudiants, etc. Je ne sais pas si c'est des étudiants, mais peu importe, c'est des jeunes. Et là, ils se sont mis à vendre des céréales que peut-être vous avez déjà vu. Vous avez marqué Airbnb Cereal là, sur Google, vous allez le voir. C'est des céréales de John McCain puis Barack Obama. Et c'est des petites boîtes de céréales là, qui se vendent comme 50 cents dans des machines distributrices. Eux autres, ils ont vendu 40$ la petite boîte. Et l'investisseur, il a dit, vous n'avez vendu, c'est quoi ces petites boîtes de merde? Les divisions, on les a vendues 40$, puis on en a vendu pour 50 ou 60 000 de boîtes de céréales. Il dit, honnêtement, votre truc d'Airbnb, je n'y crois pas du tout. Mais si vous me dites que vous êtes capable de vendre pour 50 000 des petites boîtes de céréales qu'on peut acheter à 50 cents, j'investis. Et là, après ça, ils ont fait Y Combinator, puis blablabla. Mais le point, c'est que ces gars-là, c'est des tueurs en série de résolution de problèmes. Les autres, peu importe quel problème, c'est comme un mur de béton. Ah, parfait, un mur de béton. Ils se mettent à grignoter le mur de béton, puis à grignoter, puis là, il n'y a plus de mur de béton. Cette faculté-là de résoudre des problèmes, combinée à la résilience, parce que je pense que ça vient avec ça, un peu ce que Tommy disait, c'est la résolution de problèmes, c'est le fun. Des problèmes, c'est cool d'en résoudre. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça devient pesant à ses épaules, ça devient pesant, ça épuise. Donc, je dirais que la résolution de problèmes combinée à la résilience, c'est pas mal les deux facultés les plus importantes de n'importe quel entrepreneur ou immopreneur. Donc, voilà ma réponse. Mais c'est une excellente réponse, très complète. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur ça, Vincent, Tommy? C'est pas mal complet, là, je te dirais, mais c'est ça, là, c'est toujours foncé. C'est que, comme dans tout, même si t'es le meilleur, les athlètes olympiques, il y en a des phases de creux, là, tu sais, puis il faut toujours persévérer. Puis il faut avoir la petite voix là, qui te dit, là, mais arrête d'écouter Netflix, va t'informer à la place, tu sais, ton why, le pourquoi tu le fais, ben, si tu écoutes Netflix, tu écoutes ta série tout le temps non-stop à chaque soir, ben, c'est toi qui décides, là, mais c'est ça. C'est ce qui fait qu'il te ralentit dans ta courbe. Fait que oui, il faut vouloir, le fameux vouloir, c'est important. Puis en parlant de problèmes, vous, c'est quoi, là, à ce jour, le plus grand défi que vous avez rencontré dans un de vos projets? Puis avant d'embarquer là-dessus, j'aimerais juste faire une suite à ce que j'ai dit tantôt parce que ça vient de me popper. Là. En fait, je dirais même que ta confiance en ta résolution de problème, c'est hyper important parce qu'on pense que pour partir un projet, il faut tout que tu saches. Là. Mais ça, c'est pas vrai. Il faut que tu sois confiant que peu importe le problème, tu vas être capable de passer par-dessus. Et ça fait toute la différence entre du monde qui se part des projets et ceux qui ne partent pas justement parce que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon marché. Non, il manque une information, on va vraiment que je puisse faire le saut. Mais il y a du monde que peut-être vous connaissez, c'est juste des fonceurs, ils ne se posent aucune question. C'est comme le gars, il est-tu dommé ou il est juste insouciant de comme dans quoi il s'embarque, tu sais? Mais ces gens-là, souvent, c'est juste parce qu'ils s'en sacrent et ils vont, puis ils ont confiance que peu importe le problème, ils vont être capables de le résoudre. Donc, cette confiance-là en sa résolution de problème, sa résilience, je pense que c'est ça le petit aspect. Mais je trouve ça excellent, puis ça me fait penser, je sais que je suis juste là pour animer, mais j'ai interviewé plusieurs entrepreneurs, puis une chose qui revient souvent, qui me disent pratiquement tous, c'est si tu attends que ton produit ou que ton projet soit parfait, il est trop tard. Ça veut dire qu'il est trop tard. Je vais faire l'allégorie avec les bébés parce que pour souligner la fertilité de Tommy, là, qui attend déjà son troisième bébé. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, Tommy a comme 21 ans et il attend déjà son troisième bébé. J'ai 23. Mais c'est probablement l'homme le plus fertile du Québec. Là, mais en tout cas, ça sera dans un autre forum qu'on pourra en discuter des trucs et astuces, Tommy. Mais mais c'est pareil comme avoir un bébé au début, tu penses je suis pas prêt, nanana. Là, tu as un bébé. Là, tu t'en occupes de ton bébé, là, tu vas trouver une façon de toujours résoudre n'importe quelle affaire. C'est ça l'affaire. Et c'est jamais le bon timing pour avoir un bébé. Là, c'est jamais comme je vais attendre un peu, je vais attendre d'avoir ma carrière. Je vais attendre qu'on ait comme 100 000 de côté. Je vais attendre. Mais là, jamais.
Alors, C'est pas tant le bon timing. C'est jamais parfait, puis ça dépend toujours de tes perceptions. Puis, tu La même chose. me demanderais c'est quoi le plus gros problème que j'ai rencontré. Je pourrais pas te dire vraiment parce que j'ai jamais eu de problème. Tant qu'à moi, là, j'ai jamais eu de problème. Mais si quelqu'un d'autre regarderait tout ce que j'ai fait, il dirait hey, ça a été tough. Ça aussi, comment t'as fait? Là, comment t'as fait? Je sais pas. J'ai une bonne confiance, comme Claude dit, là. Une confiance, tout va bien aller, puis on travaille pour que ça va bien. Tu sais, faut le faire, faut pas arrêter, puis on continue. mais tu sais, puis ça revient à ton cercle alentour de toi. Tu sais, si c'est une ressource primaire là, dans une bonne qualité d'entreprise, puis justement, tu es capable de surmonter presque n'importe quoi, ou sinon tu vas être capable de trouver une solution quand tu as des bonnes ressources alentour de toi, puis tu es capable de bien t'entourer, parce que justement, puis ça apporte une confiance. Ça apporte la confiance que les autres panélistes apportent, c'est que ben, quand tu as un bon cercle, ben, la confiance est là, puis tu es capable d'affronter n'importe quoi, parce que si toi, tu n'as pas la réponse, ben, collectivement, le fameux cerveau collectif va prendre de l'avant, puis on va les résoudre, les problèmes, il n'y en a pas trop avec ça. Sans entrer dans les détails là, de comment vous avez résolu les problèmes, juste on assume que vous les avez résolus. Est-ce que vous avez des exemples de petites choses que quelqu'un pourrait regarder et dire hey, ça doit être compliqué, mais que vous avez résolu? Moi, j'avais pris des notes un peu. Là, moi, je vois plus ça comme des défis à surmonter, que on se motive puis on se craque. Là, mais de base, quand je suis rentré à Amrex, moi, j'avais rien, pas du tout. $0, pas d'équipe, pas d'entourage là-dedans, proche qui faisait de l'immobilier. Fait que ça a été un défi, ça. Avec l'expérience que j'ai acquis, ben, là, je savais de quoi je parlais. Fait que je lançais des perches, puis j'ai juste sondé mon réseau proche de moi. Ça a été un défi. Former mon équipe, j'ai sondé mon réseau, puis je lançais des perches, puis ça a mordu. Mon entrepreneur général, un de mes partenaires prioritaires, était avec moi. On était collègues avant. Mon partenaire financier, et je l'ai rencontré, famille super proche aussi. Puis ça, c'est un des défis, mais quand tu te formes et tu avances, ben, ça se fait tout seul. Après ça, quand tu rentres dans le day-to-day, ben, gestion des opérations, cash flow, tout ça, comptabilité, quand tu es en optimisation, c'est pas aussi simple que quand c'est des immeubles stabilisés. Quand tu es charpentier menuisier non plus, j'ai pas ce background-là, là. Pas en tout. Les chiffres, je les comprends, mais ça a été une adaptation pareille. S'entourer comme il faut, comptable. Ma blonde est super guérie, elle. À ses affaires, ça m'a super aidé. Puis après ça, c'est un des défis. Puis sinon, la construction, la croissance, notre compagnie de construction, c'est des grosses rénovations majeures qu'on fait. Pas à la Nicolas Ray, mais quasiment. Là, on est moins médiatisé, mais on fait des gros travails de sous-œuvre. On fait vraiment des grosses affaires à Québec. Puis ça a été une gestion parce que c'est pas des affaires qu'on faisait avant. Fait que s'adapter là-dedans. Puis la croissance, notre premier projet, on était 3. On était 3 charpentiers. On a rendu une équipe de 10-12 dans la compagnie de construction. Notre premier projet, c'était en mars 2021. Fait que là, ça fait pas encore un an. Là. Fait que ça grossit vraiment vite. On a beaucoup de choses à la table. Fait que ça, c'est gérer la croissance, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut bien s'entourer. Puis on règle ça avec des meetings fréquents, des mises à jour tout le temps, se tenir informé. Suivi sérieux. Excellent. Puis justement, en parlant de gestion de croissance, bien s'entourer, où est-ce que vous avez rencontré les personnes clés avec qui vous travaillez, vos personnes ressources? Puis est-ce qu'il y a comme une manière de les aborder, ces personnes-là, puis d'entretenir une bonne relation, si vous voulez les garder longtemps dans votre modèle d'affaires? Être gentil, être poli, pas les ostiner ses factures, je sais pas, là, mais être courtois, avoir du fun. Moi, j'aime ça avoir du fun. J'aime ça rire avec les intervenants, que ce soit fiscaliste, que ce soit la notaire. J'aime ça avoir du fun. Je ne vais pas là juste pour la paperasse. Là. J'ai du fun. Quand je suis capable de faire de quoi en présentiel, je le fais. Quand c'est proche, on a bien plus de fun comme ça. Puis ça, c'est toujours ça que je fais. Puis sinon, c'est vraiment prioriser le plaisir. Là. C'est du travail, mais quand on ramène ça au plaisir tout le temps, on a du fun. Je pense que c'est ça la clé. Quand tu ramènes tout au plaisir, c'est pour ça que tu as autant d'enfants, Tommy. Il faut aussi que je m'amuse dans tout. Ouais, tu sois un peu plus sérieux de temps en temps. Mais je pense aussi un aspect important, là, parce qu'on parle justement d'entourage, de partenaires, etc. Je pense que quand c'est, un peu ça revient à ce que Vincent disait au début, quand c'est clair où est-ce que tu t'en vas, c'est vraiment clair le type de personne que tu as besoin autour de toi pour y arriver.
Puis écoute, le nombre de partenariats que j'ai vu planter à travers les dernières années, c'est vraiment comme. C'est un peu comme des partenariats, c'est un peu comme des couples. Là, il y a plein de couples qui se divorcent, puis qui se séparent, puis ça n'a pas marché à cause de X, Y, Z. Quand c'est clair où est-ce que tu en vas, quand c'est clair, c'est quoi tes valeurs, les je sais pas, top 5 valeurs de lesquelles tu es non négociable, quand tu connais bien tes forces, quand tu connais bien tes faiblesses, ben, c'est beaucoup plus facile de trouver des bons partenaires. Puis, on parlait de résolution de problèmes. Là, moi, une des erreurs qu'au début de mon parcours, exemple d'entrepreneur ou d'entrepreneur, c'est que je pensais que je devais tout faire tout seul. Puis aujourd'hui, tu me demanderais de repartir une nouvelle business, il n'y a aucune chance que je la parte tout seul. C'est sûr que je la parte avec des partenaires, c'est tellement un game changer. On parle de problématiques. C'est quoi les plus grosses problématiques? Les problématiques, là, on en a tous les jours. Moi, ben, en toute transparence, en ce moment, j'ai quelques problématiques. Là, ce matin, on a des sites web, puis j'ai dit aux boys, hey guys, j'ai un nœud. Puis j'ai expliqué le nœud, puis on l'a résolu. Et juste des fois, c'est même pas de le résoudre, c'est juste de diminuer aussi l'ampleur. Et des fois, tu te spins toi-même, OK, il va arriver ça, non, il va arriver ça, puis là, tu sais, c'est quoi le cerveau, et puis il trouve juste les pires scénarios possibles, puis comme qui arriveront jamais. Mais quand tu en parles avec tes partenaires, des fois, c'est juste que, ben non, on a qu'à faire ça, on va appeler telle personne. Ah! Fait que tu sais, c'est aussi l'effet multiplicateur de, moi, j'ai un réseau, Vincent a un réseau, Tommy a un réseau. Exemple, on est partenaires ensemble, ben moi, on est partenaire avec Vincent, j'ai accès à son réseau, j'ai accès au réseau à Tommy. On cherche un courtier hypothécaire, on cherche un charpentier menuisier, on cherche peu importe. Ça permet de multiplier ça. Tommy, c'est pas obligé de mon partenaire pour que j'ai accès à son réseau. Si je m'entends bien avec ce gars-là, puis à un moment donné, je suis comme, si je cherche un charpentier menuisier, hey Tommy, t'as-tu un gars? Ah, ben je connais un gars qui connaît un gars à Montréal. Tu sais. Fait que c'est comme ça que tu sais par ton. Donc, quand c'est clair ce que tu veux pas, où est-ce que tu veux te diriger, ben là, tu es capable de mettre les choses en place, les bons partenaires, puis ces partenaires-là, ben, ça build up, peut mener, tu te crées une organisation autour de toi. Là. Ben, pour répondre à ta question, Marianne, c'est sûr que moi, mon réseau vient principalement de la MREX. Puis après, bien sûr, là, tu vas dans les groupes de réseaux sociaux, des mordus d'immobilier, le banc immobilier. Puis là, justement, bon, ça revient à qu'est-ce que Claude disait, c'est que si tu prends mon réseau, si tu prends le réseau de Tommy, si tu prends son réseau à Claude, ben là, ça fait en sorte que c'est multiplié, là, c'est exponentiel. Là. Ben, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux, admettons, dès le départ, ou si tu ne vas pas t'informer sur les réseaux sociaux, ou tu ne vas pas dans les rencontres de réseautage, ou tu ne vas pas te former puis profiter des réseautages qu'il y a à l'intérieur, de certains parcours comme la MREX, mettons, ben, tu restes tout seul dans ton coin, puis tu ne t'informes pas, puis tu ne parles pas à des personnes, ben, c'est sûr que là, justement, le réseau, c'est un peu plus compliqué, mais c'est comme ça que tu te bâtis. C'est en sortant, c'est avoir la confiance de dire, ça prend une certaine. Il faut que tu ouvres ta carapace un peu, puis tu te permettes de dire que. Laisser aller le jugement, autrement dit, de ce que les autres vont penser de toi, là, on s'en fout, là, on a tout passé. On a tout commencé à quelque part. Là. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, là, c'est un très bon point, Vincent. Puis une chose que le monde oublie, là, c'est que oui, les événements réseautage, tout ça, c'est bon, mais il faut que tu saches c'est quoi ta valeur ajoutée. Okay? Qu'est-ce que tu peux amener sur la table? Parce qu'il y a plein de monde, c'est comme, moi je commence, je vais aller réseauter. Oui, mais quand tu réseautes, tu n'as aucune valeur ajoutée pour personne dans la discussion. Là. Personne ne veut être partenaire avec moi. Oui, mais tu n'as aucune valeur ajoutée. S'il y en a qui vont se former, ils vont devenir bons en analyse. Exemple, Tommy, j'y parle. OK, il y a de l'argent, il est bon charpentier menuisier. Ah, OK, je comprends sa valeur ajoutée assez rapidement. Comment il pourrait m'aider dans ma. Hein? Donc, soyez conscients, c'est quoi votre valeur ajoutée. Puis si vous n'en avez pas, sincèrement, ben, trouvez-vous-en une. Là. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, là, devenez un excellent bird dog, trouvez des deals immobiliers, devenez excellent pour trouver des opportunités, devenez excellent pour analyser. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Là. Ça, vous pouvez le faire. Donc, si vous êtes bon dans rien, vous n'êtes pas bon en construction, vous n'êtes pas bon pour recruter du monde, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas d'argent, bien, devenez bon à trouver des deals, devenez bon à analyser des opportunités. Et après ça, votre réseau. C'est sûr que si moi, je vais à un événement réseautage, hey, j'ai 10 deals hyper chauds en plein Montréal. Ah, soudainement, mon réseau vient d'augmenter. C'est simple. Si je vais à l'événement réseautage, puis ben moi, je suis pas bon dans le quoi d'immobilier? Ben, dans rien. Ah, veux-tu que je te donne ma carte d'affaires? Ben oui, là, moi, j'en mets-tu dans le déchiqueteur? Fait que c'est important aussi de savoir ce que vous allez acheter et qu'est-ce que vous pouvez amener sur la table, parce que ça, c'est l'aspect principal. L'autre aspect, c'est que quand vous êtes dans la loupe de l'immobilier, on parle de l'immobilier, mais ça peut être dans n'importe quoi, nécessairement, votre réseau peut se développer juste parce que ça devient un besoin. Je prends l'exemple de Vincent.
Vincent, il s'est mis all-in. Il faut qu'il me vende sa maison, blablabla. Tu sais, il est all-in. Là. Il ne va pas comme se planter parce que Chris, il n'a jamais trouvé de courtier hypothécaire. S'il faut qu'il trouve un courtier hypothécaire, il va faire ça jour et nuit jusqu'à temps qu'il en trouve un bon. Puis son projet va débloquer grâce à ça. En mode junkie. En mode junkie. Ah oui, exact. Donc, le point, c'est que, tu sais, quand tu es chez vous, ben là, j'ai pas de courtier hypothécaire, je peux pas vraiment avancer. Là. Ouais, mais t'es pas all-in, ça paraît. Là. Il y en a beaucoup qui se bloquent, dès qu'ils ont un blocage, ils arrêtent. Versus quand tu es all-in, ben là, tu n'as pas le choix d'avancer. Puis là, tu découvres un courtier hypothécaire. Tu l'essayes, il n'est pas bon. OK, tu en essayes un autre. OK, là, tu as un courtier immobilier. Finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas bon. Mais nécessairement, tu as le choix d'en avoir un autre. Donc là, tu te rends compte qu'après 1 an d'avoir travaillé fort un peu en mode junkie, tu te rends compte que tu as travaillé avec 10 courtiers cette année, alors que l'année passée, tu n'en avais aucun. Puis c'est pas parce que tu as pris le bottin. À chaque fois, tu en avais besoin d'un, tu en as contacté un nouveau. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode junkie, je vais l'expliquer parce que là, c'est sûr que Tommy fait ça, je l'ai déjà expliqué. Parce que ça paraît bizarre. Mais le mode junkie, dans le fond, c'est que je disais que en résolution de problème, des fois, il faut se mettre en mode junkie. Parce que le junkie, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Tu le sais que lui, à la fin de la journée, il va se droguer. Il n'y a aucune excuse dans la vie qui va faire ça qu'il ne va pas se droguer. S'il n'a pas d'argent, il va voler ses parents, il va se prostituer, il va faire n'importe quoi, mais à la fin de la journée, il va finir drogué. Okay? C'est ça un peu le mindset qu'il faut avoir des fois. Ça, c'est l'objectif. Là, peu importe ce qui va arriver, là, je vais y arriver. Je ne vous dis pas de voler l'argent de votre parent, etc. On n'est pas dans des contextes de prostitution, là, mais le but, c'est de se mettre en mode, peu importe l'obstacle, j'obtiens mon résultat. C'est de prendre ce mindset-là puis de le ramener dans tes objectifs. C'est ce que j'appelle se mettre en mode junkie. Ben là, on n'a pas l'argent, on n'a pas le ci. C'est comme, mais là, c'est pas en mode junkie, là, et c'est comme, on l'obtient l'objectif. Je finis la petite parenthèse sur le mode junkie, donc maintenant, vous savez c'est quoi. Ça revient un peu au mode tragédie ou stratégie. Donc, ça, c'est comme, soit on trouve une tragédie ou problématique, soit c'est comme, là, c'est la tragédie, François Legault, tu sais. Fait que là, tragédie ou stratégie. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, pour wrapper ça up, c'est de savoir sa valeur ajoutée quand vous les réseautez, puis aussi de se mettre en mode un peu plus junkie, de comme on avance, puis à travers cet avancement-là, vous allez découvrir plein de monde. Puis à un moment donné, vous allez être bloqué, puis vous allez devoir rencontrer d'autres personnes, puis ça va vous forcer à aller rencontrer ces gens-là que si vous êtes chez vous en disant tant que j'ai pas cette personne-là, j'avance pas, ben vous ça n'arrivera pas. Non, mais je trouve que ça illustre vraiment bien là, la réponse à la question du panel, comment surmonter les problèmes puis les défis des débutants en investissement immobilier. Si tu trouves ta valeur ajoutée, tu vas être capable de créer un bon réseau en présentant ta valeur ajoutée, puis c'est ton réseau qui t'aide surtout dans la résolution de problèmes, puis qui est ta ressource quand tu as des difficultés. Fait que c'est vraiment super intéressant de vous écouter parler. Monsieur Claude, il nous a dit un peu, il y a une erreur qu'il avait faite au début. Bien, son erreur, là, selon lui, que s'il y avait à repartir une entreprise, il ferait tout seul. Donc, toi, Vincent, toi, Tommy, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait au début que vous diriez que là, vous referiez tout simplement pas? Pour ma part, présentement, c'est vraiment comme je l'imaginais, puis tout se passe comme je veux. Fait que tout va bien pour l'instant, puis peut-être appliquer plus le mode junkie souvent, là, bouger plus. Je sais que dans les derniers 2 ans, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais on est en développement de culture d'entreprise, on est en stabilisation, on fait les fondations de ce qu'on veut faire. Fait que tout va quand même relativement comme sur le plan. Là. Fait que pour l'instant, c'est parfait. C'est excellent. Puis Vincent, je sais que ça fait quelques mois là, que tu as débuté quand même, mais s'il y a quoi que ce soit que tu voudrais nous partager, n'hésite pas. Oui, c'est ça. Ben non, justement, là, je pense que je suis trop. C'est trop tôt dans ma carrière pour te dire qu'est-ce que je ne referais pas, là, parce que je pense qu'au contraire, je me suis bien formé, je suis au bon endroit. En fait, je suis à la bonne place, selon moi, dans ma vie présentement. Puis je ne regrette pas du tout d'avoir fait le saut. Fait que présentement, j'ai aucun regret. Puis mais tu sais, ça m'aurait rendu la vie un peu plus facile si j'avais opté pour. C'est dur à répondre parce que tu sais, on est en début de carrière, mais pour faire du pouce là-dessus, tu sais, en 2022, on a la plus grande chance d'avoir l'information au bout de nos doigts. Tu sais, j'ai un réseau, puis il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, puis ils capotent, je suis rendu où à 23 ans, mais eux, si tu es place dans le temps avec tout le knowledge qu'on a au bout des doigts, puis la MREX, c'est juste qu'il faut en profiter. Il faut bouger, là, parce que c'est tellement plus facile qu'avant, avoir l'information puis faire le déclic. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment bouger et en profiter. Là.
Fait que ça serait un des conseils que je pourrais donner aux gens, là, parce que il faut bouger, il faut faire le saut. Non, on peut toujours trouver des excuses si on veut trouver des excuses, mais ça devient de plus en plus difficile avec l'accessibilité à toute l'information. Si on est vraiment chanceux. Si je peux permettre un commentaire pour avoir vu beaucoup de personnes réussir dans la vie, on a souvent l'impression que ceux qui réussissent sont beaucoup mieux que nous et plus intelligents, là, mais je peux vous confirmer, là, il y a vraiment beaucoup de monde imbécile qui réussissent, puis ils ne savent pas tout le temps ce qu'ils font. Là. Fait que c'est pas vrai que comme ceux qui réussissent, ils savaient ce qu'ils faisaient, puis eux, il y avait eux, il y avait ça, non. Sincèrement, il y a beaucoup de monde qui n'a aucune idée de ce qu'ils font, puis ils font juste le faire, puis ça marche. Je ne dis pas que c'est nécessairement la voie à faire, mais mon point, c'est que vous êtes la personne qui écoute cet appel, là, probablement beaucoup plus intelligent que beaucoup de monde qui ont réussi en immobilier. Donc, si eux ont réussi, vous êtes capable de le faire. Il faut évidemment se mettre les bonnes solutions en place, les bonnes connaissances, les bonnes personnes autour de vous, etc. Mais c'est pas vrai qu'il vous manque une petite information. C'est pas vrai qu'il vous manque si tu veux, là, tu peux. Il n'y a rien qui vous empêche de commencer à chercher des idées en ce moment. Rien. Moi, si je vais sur Centris et je commence à analyser chacun des immeubles, là, je ne peux pas faire faillite. Là. Il ne peut rien se passer de mal. Là. Je peux juste devenir meilleur, avoir des opportunités. Puis, j'en ai un 6, un 6, un 6. Hein? Ce 6-là, il est exactement comme l'autre, mais il est comme 200 000 moins cher. Il est proche de ça. Là, le zonage permet un 10. OK. Fait que là, tu deviens bon pour contrôler le zonage, savoir ce qui se passe. Ça ne coûte rien. Vous n'avez aucun risque à faire ça. Donc, de commencer en immobilier, c'est pas. Il n'y a rien qui vous empêche à part vos excuses. Et de commencer juste à s'informer, même si on ne comprend rien au début, d'aller sur Centris, de venir à un panel comme en ce moment. Fait que, éventuellement, le langage qui nous est moins familier devient de plus en plus familier, puis après, on ambitionne sur nos compétences. Exactement. C'est important de se former aussi parce que, écouter des gens comme le panel d'avant, là, tu ne comprends pas tout. Là. Quand tu te formes un peu, tu es capable de comprendre toute l'information qui vient à toi, puis de te faire une tête là-dessus. Puis c'est bien important parce qu'on a accès à tellement d'informations aujourd'hui. Il faut avoir un esprit critique. Il faut avoir des œillères d'investisseurs puis d'avoir plein d'outils là, pour travailler. Puis je suis désolée si j'avais l'air de regarder mon téléphone. Là, en effet, c'est parce que, comme je vous ai dit, j'arrivais de mon cours d'uni ce matin à la course. Fait que j'ai pas regardé c'est quoi les autres panels. Puis je voulais me diriger un peu en vous demandant, c'est quoi qu'on vous apprenait dans vos débuts, dans vos formations que vous avez faites là au début. Mais je voulais m'assurer que c'était pas un sujet qui était discuté dans un autre panel. Puis de ce que je vois, non. Fait que je serais curieuse de savoir, c'est quoi les premières formations que vous avez faites, puis c'est quoi un peu qui apprennent dans ces formations-là. Tu y aller, Vincent? Moi, ça fait... Oui, c'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que la première formation que j'ai faite en immobilier... Mais tu n'es pas obligé de dire des noms, mais comme peut-être juste un peu qu'est-ce qu'on vous apprenait, c'est quoi les premières bases. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on nous apprend? Ben, première des choses, c'est c'est sûr, c'est avec la MREX, là, fait que c'est le certificat en ingénierie financière, là, mais les mathématiques de base là, d'un immeuble, d'une PME. Là, fait qu'on nous apprend que chaque immeuble, il faut prendre ça comme si c'était une petite entreprise. Là, fait que, calculer les ratios puis ainsi de suite, mais aussi penser à l'économie comme globale, si on veut, puis on vient chercher juste la gestion du risque de ton portefeuille, parce que c'est bien beau, comme j'ai dit, un investisseur immobilier, techniquement, il ne va pas vouloir s'arrêter à un bloc. C'est pas ça le plan, là, en tant que tel. Là. Fait qu'il faut que tu aies une idée critique justement sur ta gestion de portefeuille, sur ta gestion du risque. Puis ça, c'est calculable, c'est gérable, puis il faut que tu le gères, puis il faut que tu établisses aussi ton profil d'investisseur avant tout, là, puis pour savoir dans quelle niche que tu vas te parfaire en immobilier, là, parce qu'il y en a plusieurs, là, justement. Là, fait que, si je peux faire du pouce là-dessus, là, tu apprends tellement de choses. Là. Moi, je pense pas que j'ai assimilé 20% de tout ce que j'ai fait dans la meute et dans le certificat, là. Mais ça te donne une vision de tout, puis tu es capable de prendre un deal, puis de l'analyser, puis de tout de suite avoir une idée de comment tu vas structurer ton financement, puis de dire, il me manque cet argent-là. Comment tu vas la trouver, comment tu vas la structurer en partenariat ou en trouver un investisseur qualifié. Ça répond à toutes les questions que tu te poses quand tu es chez toi, puis tu te dis, j'aimerais ça faire ça, mais quand tu vas te former, tu sais, j'ai pas tout assimilé, mais juste avec ce que j'ai appris, là,
tu es capable tout de suite de faire des moves puis d'être rapide puis de dire bon, ça, je fais ça de même, je fais ça de même. Tu avances puis ça répond à toutes tes questions. Il n'y a rien de gris, c'est rendu un petit peu noir et blanc. Puis tu avances puis tu réponds à toutes les questions que tu te poses. J'aime pas, il n'y a rien de gris, ça devient, tout devient un peu noir et blanc. Je trouve que ça illustre vraiment bien. En fait, c'est le principe de n'importe quelle start-up, en fait. Parce que l'immobilier, on parle d'immobilier, mais l'immobilier, il y a différents canaux dans l'immobilier. Tu peux faire de la location de chalet, tu peux faire de la location d'achat, tu peux faire du flip de maison, tu peux faire du multilogement. On parle d'immobilier, à Immrex, on est beaucoup focalisé sur le multilogement, mais l'immobilier, il y a plusieurs façons. Et n'importe quelle start-up, la différence entre une start-up et une entreprise, c'est quoi? C'est que la start-up, au départ, elle n'a pas de product market fit qu'on appelle. Donc, son produit n'est pas clair par rapport au marché. Fait que là, tu pars comme un produit, tu es comme, je vais essayer ça. Puis là, le marché, il ne répond pas trop bien, tu modifies un peu ton produit, puis là, ça marche bien. Puis là, tu scales. Mais tu sais, le start-up, au début, c'est justement ça la vision d'une start-up, c'est que tu essaies ton produit market fit, il faut que ça fonctionne. Tu essaies que ton produit fit avec le marché, dans le fond. Fait que là, tu modifies ton produit jusqu'à temps qu'à un moment donné, yes, ça pogne. Et là, après ça, une entreprise, elle cherche à optimiser ses opérations, à les stabiliser, etc. Mais dans l'immobilier, c'est pareil. Peut-être qu'au début, tu vas dire, Tommy, je fais du pouce là-dessus, parce que Tommy dit, je pense que j'aimerais ça la location de chalet. Si Tommy aime ça la location de chalet, peut-être qu'il l'essaye. Finalement, il est comme, la location de chalet, c'est cool pour les cash flows, mais ça ne me crée pas beaucoup de valeur nette à long terme. OK, mais je vais essayer peut-être de flipper des maisons. Flipper des maisons, écoute, je trouve que c'est beaucoup de travail, puis il faut que je continue. Dès que j'ai fini mon flip, il faut que je trouve une autre maison, puis de mener, ça devient beaucoup de travail pour comme des 20 30 000 d'achats. Il y en a qui vont dire, moi, les flips de maison, j'adore ça, j'en flippe, ils deviennent multimillionnaires grâce aux flips de maison. Il y en a qui sont devenus riches grâce aux locations de chalet, etc. Mais tu sais, n'importe quel business, autre dans l'immobilier, ils font la même affaire. Tu essaies un produit market fit, puis là, ça marche pas, ou ça marche direct, tu es content. Je prends l'exemple du gars de Angry Bird. Je sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Là. Le gars, il a fait Angry Bird. Là, t'es comme, c'est un génie. Mais le gars, là, je pense qu'il a fait comme 25 jeux merdiques avant de faire Angry Bird. Il a fait un jeu, ça n'a pas marché. Il a fait un jeu, ça n'a pas marché. Il a fait un jeu, ça n'a pas marché. Il a fait un jeu, ça n'a pas marché. Il a fait un 25, 26, je ne sais pas si c'est 25, 26 ou 29, peu importe. Là. Mais il a fait 29 jeux pas bons. Puis finalement, il a fait Angry Bird. Il y a personne qui dit non, t'es un loser, t'as fait 29 jeux pas bons. Non, le monde retient juste qu'il a fait Angry Bird, le gars multimillionnaire, il a gagné. Échec et mat. Donc, c'est ça un entrepreneur, là, c'est que ça essaye, jusqu'à temps qu'à un moment donné, comme OK, là, ça a pogné, le product market fit marche. Puis il y a même un film sur Angry Bird, là, ça a comme décollé. Fait que, ça pour dire, c'est la définition même d'une startup. Les immopreneurs, c'est le même principe. Quand tu n'es pas juste un investisseur immobilier, c'est pour ça qu'on ne dit plus investisseur immobilier, on dit immopreneur. Tu es entrepreneur en immobilier. Donc, il faut que tu scales ta business, il faut que tu trouves des ressources, il faut que tu mettes une structure en place, il faut que tu développes justement tes différents départements pour scaler. Donc, c'est ça. Ben, c'est vraiment très intéressant, en tout cas, vous écoutez parler. Il nous reste comme 4 minutes. La dernière question, c'est comme le meilleur conseil que vous avez reçu depuis que vous investissez en immobilier, ou le conseil que vous avez reçu n'importe quand dans votre vie puis qui vous a le plus servi. Mais je vous invite à soit répondre à cette question-là ou soit dire absolument ce que vous voulez, un message que vous auriez aimé passer parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des questions vraiment précises pour chacun de vos profils. Fait que soit cette question-là ou allez-y comme vous le sentez. On peut commencer avec Vincent, si t'es prêt. Oui, pas de trouble. Si moi, je me rapporte à mon histoire à moi, c'est que je pense pas que j'ai des conseils à donner, là, justement, vu par ma jeune carrière en immobilier, mais je pense qu'il faut se lancer. Il faut que tu passes à l'action, puis il faut que ce soit plus grand que toi. Là. Il faut que tu te laisses de l'espace pour grandir à travers ton histoire puis ta volonté d'aller chercher ton why. Là, le pourquoi que tu le fais, puis ça va venir tout aider, là, ça va venir clarifier. Là, puis si tu y vas pas, ça va être... c'est ça. Fait que du jour au lendemain, ça peut changer vite. Là, moi, ça fait depuis le mois de juin que j'ai commencé, puis je suis là à vous parler, c'est parce qu'il y en a des heures là, mis en arrière de formation, puis je continue à me former. Puis je trouve que c'est extrêmement important. Puis l'entourage, puis justement, savoir exactement ce que tu peux apporter dans un deal est extrêmement important.
Mais pour ça, il faut que tu ailles un peu peut-être explorer certaines affaires puis parler à du monde. Si tu restes dans ton coin à ne pas parler à personne, ben là, c'est un peu plus compliqué. Mais excellent dernier mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Monsieur Claude, t'as mis Sugar en dernier parce que je sais que c'est toi qui jases le plus. En toute transparence, c'est le genre de questions que j'ai le plus au monde. C'est quoi le truc pour immobilier? C'est quoi la... Ouais, c'est ça, j'ai donné l'autre option aussi pour que vous... Non, mais je sais pas, c'est pas une critique, c'est juste que cette question-là, je veux dire, j'avais déjà vu des entrevues, le monde, il était en interview Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est quoi le truc pour être entrepreneur? Ils sont comme, ta gueule, là, genre, c'est pas un truc qui va faire en sorte que tu vas monter le prochain Microsoft, tu vas faire le prochain... T'as-tu 60 heures devant toi, genre? C'est ça, fait que c'est un peu ça, là, mais il n'y a pas un truc, je pense que c'est l'ensemble de ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que c'est quand même un bon départ. Donc, c'est ça. Comme Claude a dit tantôt, là, même les pourris, il y en a qui réussissent, mais il faut bouger. Il faut bouger, puis il ne faut pas avoir peur, puis les gens sont plus accessibles qu'on pense. Je suis dans un mastermind le matin d'une vingtaine. Là. On a texté Luc Poirier, là, il est venu nous parler un matin de 5 à 6. Là, puis ils vont venir. Là, les gens sont bien plus accessibles qu'on pense. C'est tellement drôle de parler Luc Poirier, mais excuse-moi, continue. Ben, c'est vrai pareil. Puis, il ne faut pas avoir peur, puis prenez le temps aussi de vous découvrir, de faire des introspections, de trouver ce que vous aimez, parce que quand tu es passionné, tout est bien plus facile. Là. Tout se fait facilement. Tu es capable d'avoir de la motivation. Vincent, il a tout vendu. C'est facile. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu réussis ou non, tu recommences dans un mode de vie où tu n'avais pas trop d'avenues, puis là, il s'est mis dans une position qu'il n'a pas le chois de réussir. Et tu fais ça, tu bouges, tu trouves ce que tu aimes. Puis... Mais je veux tellement pas vous couper, mais on est venu à bout de notre temps. Merci énormément. Puis juste pour ne pas laisser ça sur un point d'interrogation pour Luc Poirier, moi, je suis zéro en immobilier. Puis j'ai appelé Luc Poirier pour lui poser des questions justement par rapport à l'investissement. Puis j'ai aucune connaissance. Puis je suis quand même allée, c'était là genre 2 ans, je suis quand même allée lui demander son numéro de téléphone, puis le contacter. Fait que n'hésitez pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont vraiment pas de connaissances. Puis même là, je ne suis pas dans le domaine, puis j'anime ce panel-là avec vous. Fait que j'étais très contente de pouvoir le faire. Merci de vos réponses enrichissantes, motivantes, puis j'espère que le public a autant apprécié que moi. Yeah.